Se libérer, c'est vrai que je prends le cas des enfants, ils sont engrainés par le fait de jouer tous les soirs avec les invitations des copains sur les écrans. Donc oui, il faut s'en détacher. Bienvenue dans Des jours sans écran, un podcast produit par la Ville de Talent. Ce n'est pas la technique qui nous a servi, mais le sacré transféré à la technique, disait Jacques Ellul dans son ouvrage « Les nouveaux possédés », des propos rapportés dans Technocritique de François Jarige. Et si on sacralisait un peu trop les technologies, notamment les écrans? Nous avons parfois l'impression d'être enfermés dans ce monde où les écrans règnent. Nous avons parfois l'impression, oui, d'être asservis, c'est le mot, bloqué, fiché, surveillé, sommé de les utiliser, sommé de les écouter, de suivre leurs conseils. Les écrans, l'IA, les algorithmes dictent nos choix et nos façons de penser, nos façons d'aimer, nos façons de nous amuser, de communiquer évidemment. Et pourtant nous sommes libres, nous pouvons agir, nous pouvons nous libérer des écrans. Comment? C'est la question. Suite et fin de ce podcast, un dernier épisode avec Marois, Richard et Tony qui font part de leurs réflexions une nouvelle fois. Cette fois-ci, les voilà grandis de leur expérience de 10 jours sans écran. Quelques jours après, les voilà changés, quoi qu'elles et ils en disent. Est-ce que cette aventurière et ces aventuriers se sentent plus libres après leur périple de 10 jours sans écran? Est-ce que leur usage de ces plateformes addictives est revenu à l'état initial ou est-il devenu plus raisonné? On attend leurs conseils pour s'émanciper de ces écrans qu'on accuse à tort ou à raison de tous les maux de la terre, surtout celui de nous empêcher d'imaginer un monde nouveau, plus respirable et plus libre. Vous l'avez compris, ce 3e épisode s'appelle « Liberté ». On commence par se réveiller un petit peu, montez les bras, inspirez, poussez les bras vers le haut, étirez-vous, on tire les épaules vers l'arrière, on relâche, encore une fois, inspire, allez on se réveille, dernière. Les écrans c'est utile parce que pour les recherches, tout ça, c'est bénéfique, sauf que tout n'est pas vrai, du coup, pas si bénéfique que ça. Des fois on se relâche un peu trop sur les téléphones, donc faire attention quand même. Je crois qu'il y a certains réseaux, j'arrête un peu de les utiliser. Parce que je sais pas, ça a été prouvé, un truc comme ça, comme quoi ça nous maintenait éveillés, les trucs comme ça, de rester dessus. En mode quand on like ou quand on regarde, on reste trop longtemps sur une vidéo, on nous repropose à peu près les mêmes. Du coup, c'est un cercle vicieux. D'un certain côté, les écrans, ça aide. Comme je l'ai dit, ça aide pour les profs, par exemple. Ça aide pour communiquer, mais d'un autre côté, non, parce qu'il y a des choses qui ont été... par exemple, les réseaux sociaux avec le cyberharcèlement, ça c'est entre guillemets négatif. Les écrans sont pas ce qu'il y a de parfait en ce moment. Après, normalement, notre cerveau n'est pas fait pour être autant exposé à la lumière bleue. Donc, c'est dangereux. Je crois que les gens, ils se rendent compte un peu quand même de l'impact du téléphone. Parce que je suis tombée sur une vidéo il y a pas longtemps où ça critiquait clairement l'utilisation du téléphone. Genre les téléphones c'était les humains et puis nous on était les robots du coup puisqu'on faisait plus rien. Et du coup ça m'a fait rire parce que c'était un peu vrai. Un monde sans personne accro à leur téléphone, c'est dur. Qu'on limite parce que sinon il y aura en fait, comme déjà ça, les écrans, ça fait mal et tout, à la tête, quand on est petit et tout, il y aura moins de gens qui auront de problèmes à cause de ça. Marois, Tony et Richard prennent le temps de mettre des mots, de formuler une pensée critique des écrans, tout en nuance, ni dupe, ni complètement contre ces technologies qui rythment notre quotidien. Cette citoyenne et ces citoyens ne font pas l'éloge des écrans. Les critiques existent. Elles arrivent jusqu'à ces jeunes gens qui mesurent la dangerosité de leur usage. Pourtant, les régulations contre l'utilisation excessive tardent à s'appliquer concrètement. Ceci étant dit, sachant qu'il faut à minima faire moins, que fait-on maintenant? C'est la question. C'est à elles et eux de répondre.
On mélange bien l'ensemble et une fois obtenu une belle pâte lisse, on peut la laisser reposer une dizaine de minutes à température ambiante si vous êtes un peu pressé, sinon 30 minutes, 1 heure, c'est parfait. Ça nous laisse le temps de sortir une poêle à pancake ou une crêpière, de la faire bien chauffer et de la huiler. On verse la pâte et une fois que les bulles... Dans le monde où on vit maintenant, comme j'ai dit, tout a été dématérialisé. Enfin, tout est en train. Dans notre monde, il est riche avec ce qu'il y avait avant, ce qu'il y a maintenant, ce qu'il y a après. On vit avec. Faut s'adapter de toute façon. Il y a trop de choses à faire sans écran. Parce que sans écran, on peut faire beaucoup trop de trucs. Je peux pas faire des jeux, ça, je l'ai déjà dit. On peut faire du sport, on peut faire de la musique, on peut parler, on peut discuter, on peut faire la sieste, on peut faire plein de choses. Il y a plein de choses. Il y a lire, il y a sortir, il y a des événements, des concerts, des festivals, tout. Parce qu'il y a plein d'autres trucs qui sont incroyables qu'on pourrait faire. Par exemple, si on va à la piscine ou à l'acrobranche ou des parcs d'attractions et tout, moi je dis que c'est mieux qu'avoir un téléphone. On s'amuse plus. C'est plus drôle sans écran, c'est parfois plus enrichissant sans écran, c'est souvent moins abrutissant sans écran. L'écran est souvent montré du doigt, peut-être injustement. Toutes les personnes interrogées émettent un avis sur ces objets que nous ne cessons de regarder. Beaucoup s'en méfient, même celles et ceux qui les utilisent beaucoup, comme enfermés dans une spirale. Ceux et celles qui n'en veulent pas en souffrent aussi partout, tout le temps. C'est l'écran pour les impôts, pour l'assurance maladie, pour l'école, pour réserver ses vacances, pour jouer. Est-ce que c'est mieux ainsi ? La question se pose. Est-ce qu'on est plus heureux ? La question se pose. Est-ce qu'on est plus intelligent avec ces écrans ? Ou bien l'inverse ? Enfin, voilà quoi. Alors, je ne pense pas que les écrans nous rendent bêtes. Je pense que c'est comme toute activité, ça va dépendre de ce qu'on en fait, en fait, et des contenus auxquels on est exposé, des moments où on les utilise. Et donc, il y a quand même énormément d'accès à la connaissance à travers les outils numériques. Et puis, il y a aussi des choses qui sont un peu moins profondes, mais je pense que on ne doit pas forcément toujours être dans une quête de la performance et d'essayer toujours de faire des choses qui vont nous faire apprendre des trucs, et que se divertir, ça fait aussi partie du quotidien et c'est important pour le bien-être. J'aime pas ce mot bête, c'est pour ça que j'arrive pas à répondre. Chez les enfants petits et chez des petits-enfants et jusqu'à 5-6 ans, une exposition régulière, quotidienne aux écrans est associée à des moins bonnes performances en termes de langage. Ça peut aussi avoir un effet négatif sur les capacités attentionnelles. Ça ne nous rend pas forcément bêtes, mais en tout cas, ça ne met pas un enfant dans les meilleures conditions pour aborder après son exploration et son intégration de la richesse de son environnement et des apprentissages. Je ne sais pas si on est en train de devenir plus bête, mais en tout cas, il y a un processus d'effondrement psychique collectif qui est en train de s'opérer et que tout le monde détecte de plein de façons. Et face à ça, on est un peu démunis. Mais donc oui, il se passe quelque chose de l'ordre du changement du rapport au monde, du rapport à l'attention, du rapport à la concentration, qui fait qu'on est en train de devenir des êtres un peu différents. Et la question, c'est est-ce que cette différence, cette évolution, elle est positive ou négative ? Après, c'est ça qui doit être discuté. Certains continuent de croire que grâce à tous ces écrans, on devient plus intelligent. Il y a beaucoup d'éléments qui vont plutôt dans le sens inverse. Oui, ces écrans ont une incidence sur notre quotidien. Est-elle positive ? Quand on pose la question, des réponses arrivent soudainement. Au cours de notre enquête, nous avons demandé à beaucoup de parents si elles et ils pensaient que les écrans rendaient bêtes. Beaucoup répondaient non, suivi de mais. Mais quoi ? En tout cas, ça rend malheureux, ça rend passif, moins attentif, moins réceptif à ce qui nous entoure. C'est ce qu'on a entendu. Ces écrans nous mettent face à des fausses informations, des contenus violents, nuisibles pour le développement des enfants. Les parents parlent de leurs expériences. Sans affirmer quoi que ce soit, ils font état de leurs observations, des observations qui les inquiètent et qui doivent compter d'une manière ou d'une autre. Citoyennes et citoyens éclairés ? Marois, Richard et Tony philosophent tranquillement. C'est la meilleure chose à faire pour prendre de la hauteur et arrêter de subir sans comprendre. On est dans une génération où tout se traduit par téléphone. Si on n'a pas de téléphone, on est... Je sais pas comment on va dire. On n'est pas à la mode, des trucs comme ça. Du coup, parce que les gens ils doivent se libérer, parce que sont souvent d'autres choses, en parlant de ça avec d'autres gens. Parce que c'est en parlant de ça avec d'autres gens qu'on récolte les idées des autres, ça nourrit le débat. Se libérer des écrans,
Ça peut vouloir dire plein de choses. Par exemple, se libérer des écrans, ça veut dire ne plus avoir besoin des écrans. C'est un exemple. Après, libérer a plusieurs définitions. Qui se libère, oui, mais qui se libère pas trop, parce qu'on a besoin quand même des écrans. La liberté, c'est pouvoir faire, entre guillemets, ce qu'on veut. Après, il y a des gens qui veulent dire s'affranchir des règles, mais ils en créent d'autres à la place, donc il y a forcément des règles. Après, la liberté, c'est sortir du lot. La liberté, c'est par exemple quand on est libre de faire ce qu'on veut. Pas tout ce qu'on veut, mais par exemple, je sais pas, si on sort de prison, on est libre. Alors que quand on était en prison, on n'était pas libre. Il y a plusieurs libertés. On a le droit de choisir. On est tous libres de choisir ce qu'on veut faire. Liberté d'action, la liberté de pouvoir faire ce qu'on veut. Et liberté de croire, on peut nous donner une information, on la traite et puis on y croit ou pas si on veut. Et vous, quelle est votre définition de la liberté ? Est-ce que vous pensez être libre d'utiliser à votre convenance les écrans ? Est-ce que vous vous sentez prisonnier des écrans ? Comment fait-on pour s'évader, pour se libérer des écrans ? C'est la question, c'est la grande question qu'on se pose. Comment faire ? Plus se sentir obligé de regarder ce qui se passe, parce que c'est beaucoup ça en fait dans les réseaux sociaux. Et plutôt que de regarder ce qui se passe à l'autre bout de la planète, peut-être regarder ce qui se passe dans sa ville, dans son quartier, dans sa famille. Plus se connecter aux gens plutôt que sur des choses pas concrètes comme on le fait maintenant, quoi. C'est très rigolo de dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer un monde sans smartphone et sans écran. C'est-à-dire que le smartphone a une quinzaine d'années. La généralisation des écrans, c'est la télévision à partir des années 70, l'ordinateur personnel dans les années 90. C'est extraordinairement récent à l'échelle historique. Donc, que notre imaginaire se soit refermé aussi rapidement en une génération et qu'aucun autre imaginaire ou futur possible que celui-là ne soit même envisageable aujourd'hui, alors que nous sommes la première génération ou la deuxième génération à vraiment être pris dedans, c'est en soi une source d'étonnement, mais qui est très significative et intéressante. François Jarige, historien et maître de conférences à l'Université de Bourgogne, auteur du livre « Technocritique du refus des machines à la contestation des technosciences », paru en 2014 aux éditions La Découverte. François Jarige, à travers son ouvrage, présente une histoire de la contestation des machines et des technologies. Il explique notamment que la construction du futur par la technologie ne date pas d'hier. Au début du XXe siècle, comme dans les années 50-60, on imaginait qu'il y aurait des voitures volantes partout. On n'imaginait pas qu'on serait toutes et tous derrière un écran. Le futur est une construction actuelle, malheureusement parfois construite par des industriels qui veulent nous vendre des objets. Notre futur nous appartient. Il faut l'imaginer autrement. L'histoire, c'est nous rappeler qu'il y a une pluralité de chemins. Il y en a qui n'ont pas été empruntés, il y en a qui ont été empruntés. Les choses auraient pu être différentes. Et les chemins qui ont été empruntés dans le passé, ils ont été empruntés à la suite de rapports de force, de conflits. C'est ça, parce que c'est ça qu'il va falloir faire aussi pour produire d'autres futurs. Donc en ce sens, l'histoire est un outil de décentrement, est un outil qui nous rappelle qu'on peut vivre différemment. Et à l'heure où on est enfermé dans des bulles présentistes, comme s'il n'y avait pas d'alternative, c'est extrêmement important de se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ils vivaient différemment. Et se rappeler ça, c'est fondamental parce que ça réouvre la possibilité de futurs différents. Donc que les industriels du numérique nous expliquent que l'avenir fait qu'il y aura du numérique partout, de plus en plus et tout le temps, jamais, c'est dans l'ordre des choses. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est eux qui ont le monopole des récits et des imaginaires qui dessinent le futur. Donc d'une certaine manière, j'ai envie de dire, il faudrait réduire le pouvoir et la capacité de ces acteurs privés à façonner nos imaginaires collectifs et publics pour que ces imaginaires du futur ne soient pas si uniquement orientés dans une seule direction. L'histoire nous montre qu'il y a plein de bifurcations, il y a plein d'abandons, il y a plein de changements de cap qui n'étaient pas envisagés. D'ailleurs, c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc ensuite, réinventer d'autres imaginaires, ça c'est la fonction de la littérature, de la fiction, de plein d'espaces de création aujourd'hui, qui sont pas encore complètement absorbés et bouffés par les intérêts économiques, même s'ils le sont aussi beaucoup. Il faut construire des contre-imaginaires, et ça en fait, construire des contre-imaginaires, c'est de la politique. C'est-à-dire que c'est même d'une certaine manière la fonction du politique de construire des imaginaires réalistes du futur, et de se donner les moyens de faire advenir cet avenir-là. C'est ce qu'on appelle la politique.
Se libérer, c'est donc imaginer, rêver mais aussi s'engager, c'est-à-dire faire de la politique. Quand on dit faire de la politique, il s'agit d'agir sur la société collectivement, par la réflexion, par le débat, ne plus subir dans son coin, essayer de comprendre ses habitudes, celles des autres, essayer d'améliorer notre quotidien ensemble. Marois, Richard et Tony ont fait de la politique. Bravo à elles et eux. Elles et ils ont exprimé un avis courageusement, tenté de comprendre leurs usages et ceux des autres. Cette citoyenne et ces citoyens nous aident, par leur prise de parole, à discuter, à échanger entre nous. C'est ça le fond de la politique. Nous avons toutes et tous le droit de nous exprimer. Nos avis comptent et nous sommes en droit de les faire entendre. En témoignant, elles et ils ont fait exister une autre réalité. Une réalité où l'écran n'est pas la solution à tout. L'écran est discutable. Son utilisation peut être régulée davantage. Il y a des si, des peut-être. L'important est de s'emparer du sujet, de délibérer et d'agir collectivement. C'était l'épisode 3, Liberté, tiré de la série de podcasts Des jours sans écran, produite par la ville de Talent. Aurélien Moulinet et Anthony Bellovra du collectif Super Pistache sont à la réalisation. Anthony Bellovra est au son et à la composition. Merci à l'ensemble des intervenants déjà cités et aux agents de la ville de Talent ayant rendu possible la création de ce podcast.